À propos de la guerre en Ukraine, le chef de la diplomatie russe s'est mis en garde contre le risque réel de troisième guerre mondiale. Et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a plaidé aujourd'hui, lors de son premier déplacement à Moscou depuis le début de l'offensive russe, pour un cessez-le-feu en Ukraine, dit-il, dans les plus brefs délais. Et à la conférence des alliés pour aider militairement l'Ukraine, les États-Unis saluent un front uni. Philippe Antoine. C'est avec un air grave que la ministre allemande de la Défense se dirige vers les médias. Critiqués depuis des semaines pour leur soutien trop frileux à l'Ukraine, les Allemands changent de cap. L'annonce de ce mardi marque un tournant majeur. Nous avons décidé hier de soutenir l'Ukraine avec des véhicules antiaériens de type Guépard. C'est exactement ce dont a besoin l'Ukraine pour sécuriser son espace aérien depuis le sol. C'est ce qui est clairement apparu aujourd'hui. L'Allemagne est prête. Voici à quoi ressemble ce blindé de type Guépard, dont les Ukrainiens devraient recevoir 50 exemplaires. Doté de 2 canons de 35 mm et de radars ultra performants, c'est une arme redoutable pour abattre des cibles volantes jusqu'à 5 km, mais aussi des chars ennemis. Les Allemands formeront en Allemagne des soldats ukrainiens, ce qui prendra sans doute plusieurs semaines, mais ces blindés pourraient jouer un rôle très important pour aider les Ukrainiens. De quoi irriter davantage encore les Russes qui, en effectuant la semaine dernière un tir d'essai de ce missile de nouvelle génération et de très longue portée, comptaient sans doute impressionner les Occidentaux. Poutine avait même précisé que cela ferait réfléchir à 2 fois d'éventuels adversaires. Et c'est ensuite le très influent et très habile ministre russe des Affaires étrangères qui a évoqué le risque d'une guerre nucléaire. Désormais, les risques sont très importants. Je ne veux pas alimenter ce risque de manière artificielle. Il y en a beaucoup qui aimeraient le faire. Le danger est sérieux, réel. Il ne peut pas être sous-estimé. En Allemagne, ce mardi, les États-Unis et leurs alliés ont décidé de se revoir tous les mois pour intensifier leurs efforts et se concentrer sur la victoire du combat d'aujourd'hui et des combats à venir. Fin de citation. La guerre de Poutine entre dans une nouvelle dimension. Et notre invité pour faire le point sur la situation, Julien Pomaret, chercheur en sciences politiques à l'ULB et à Oxford. Julien Pomaret, bonsoir, merci d'être là. Alors cette déclaration des Russes sur une possible troisième guerre mondiale, c'est de l'ordre des possibilités où les Russes roulent des mécaniques, comme l'on dit. Je crois effectivement qu'on est plutôt dans une logique d'intimidation. L'armée russe a des grosses difficultés. Elle a dû revoir ses objectifs à la baisse en se concentrant sur le Donbass. Donc elle est là dans une logique d'escalade verbale qui vise à intimider un petit peu plus le camp occidental. D'autant plus, il faut resituer la phrase dans son contexte. Quand on dit que d'un côté, il y a une possible troisième guerre mondiale, mais que de l'autre, il faut quand même négocier. C'est qu'on n'est pas tout à fait au bord du précipice. Et il faut savoir à nouveau que la diplomatie russe est habituée des escalades verbales depuis le début du conflit. Donc on est plutôt dans cette continuité. Vous venez de le dire, dans le même temps, les Russes disent qu'ils veulent quand même négocier. Ce sont juste des mots ou c'est aussi la preuve que quelque part l'offensive russe s'enlise? La Russie a toujours intérêt à être à la table des négociations pour 2 raisons au moins. La première, c'est qu'elle veut continuer à montrer qu'elle a des conditions et qu'elles doivent être acceptées en tant que telles. Et la deuxième, c'est qu'il y a une ruse diplomatique bien connue derrière qui est de rejeter la faute sur l'adversaire en expliquant que c'est de la faute de l'autre camp si les négociations n'avancent pas. Ce qui permet parallèlement à ça de justifier aussi la violence sur le terrain, de dire que finalement, puisque la Russie n'est pas comprise, alors les actions militaires doivent continuer, voire se durcir. Et par rapport à l'offensive russe, elle stagne ou pas pour l'instant? Elle stagne, oui, c'est-à-dire que cette offensive dans le Donbass, ce reconcentrement du dispositif russe dans le Donbass, c'est aussi un aveu de faiblesse. Kiev n'a pas pu être prise. Les Russes sont seulement, je dirais, dans l'offensive à Mariupol. À Kherson, ils sont sur la défensive. Donc c'est aussi effectivement une preuve de stagnation. Alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une double menace nucléaire, celle de la Russie, qui dit toujours qu'elle pourrait appuyer sur le bouton, comme on dit un peu vulgairement, et l'autre menace, c'est Tchernobyl? Je crois qu'il faut être très prudent, je dirais vraiment pas dans l'immédiat. Pour envisager une guerre nucléaire, il faudrait, on va dire, à un stade de tension diplomatique véritablement extrême. C'est pas dans la doctrine de dissuasion russe de frapper à des si bas niveaux de menaces à proprement parler. Donc on est à nouveau dans une logique d'intimidation nucléaire. Concernant Tchernobyl, là c'est un petit peu plus compliqué dans la mesure où il s'agit, on va dire, du niveau de contamination contenu dans les sols et dans l'environnement. Donc là, ce serait par exemple des petits niveaux de contamination qui pourraient réémerger de trous
de tranchées que creusent les Russes dans le sol. Alors, on en a parlé au moment où la Russie vise le contrôle total du sud de l'Ukraine et de la région du Donbass. Une conférence des alliés a lieu pour l'instant à Ramstein. Est-ce que cette conférence est un solide contre-feu ou pas du tout ? Je crois que c'est un solide contre-feu dans la mesure où, du point de vue de la plupart des alliés, on va dire ce changement de trajectoire militaire russe qui vise à se reconcentrer sur le Donbass, c'est considéré comme un aveu de faiblesse. Et alors, on va dire aussi l'escalade rhétorique du côté des alliés qui consiste à dire il faut aider l'Ukraine jusqu'à la victoire. On va dire l'Allemagne aussi qui envoie de nouveaux matériaux militaires. On va dire que, en quelque sorte, c'est aider l'Ukraine dans ce qui pourrait être considéré comme un ultime effort pour parvenir à bout des Russes et en quelque sorte leur infliger des dommages qui seraient irréparables. Merci d'être venu sur ce plateau pour toutes ces explications. Merci à vous. Dans la région de Kiev, là où les forces russes ont été repoussées il y a bientôt un mois, il faut maintenant tout reconstruire. Des routes, des ponts, les lignes électriques aussi, des maisons et des entreprises. Sébastien et Joris, vous êtes à Kiev en direct. Alors pour certaines entreprises, on peut le dire très clairement, il y a urgence, Sébastien. Oui, clairement, c'est le cas par exemple pour les entreprises agricoles parce qu'il faut semer, c'est la saison. Cela ne peut pas attendre, sinon la récolte sera perdue et pour certains ce serait une catastrophe dans la catastrophe. L'Ukraine étant des principaux pays producteurs de céréales, nous avons rencontré des agriculteurs qui se démènent pour reconstruire leurs fermes à Makariv et à Ivankiv, à l'ouest et au nord de la capitale. Tout est à remettre en état, les bâtiments, les machines et même les champs. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec notre équipe sur place, Joséphine Turli et Gary Vantier. Regardez ce qu'ils nous ont fait les Russes. Mikhailov venait de rénover les lieux pour en faire le cœur de son entreprise agricole. Une bombe a tout écrasé. On avait couvert tout le bâtiment, de là à là. Tous nos véhicules étaient abrités sous ce genre de toiture. Voici les machines qu'on a déjà fait réparer. Après l'attaque, les vitres étaient cassées. La carrosserie aussi. On a tout remis à neuf et on vient de ramener les tracteurs à l'exploitation parce qu'on en a besoin pour semer. L'entreprise produit du maïs sur près de 3000 hectares. Dans ce champ de décombres, il a fallu retrouver les sacs de semences et faire le tri. On a sauvé des semences. Il a fallu les amener à 360 km d'ici pour les nettoyer et les trier. On vient tout juste de les récupérer. Aujourd'hui, on n'entend pas encore les allées et venues des tracteurs, uniquement le bruit des engins de chantier. La pelleteuse va tout nettoyer, enlever tous les débris. Mais la priorité, c'est de dégager un passage pour que les tracteurs puissent aller au champ. Les obstacles sont encore nombreux et parfois dangereux, comme cette requête au milieu de terres agricoles. Pour ces agriculteurs, la voie est libre, un soulagement. Nos champs ont été inspectés par les démineurs de la sécurité civile et ils n'ont rien trouvé de dangereux. Fierté devant ces pousses de seigle que le passage de l'armée russe n'a pas empêché de grandir. Après la libération de la région par notre armée, il a fallu redresser la tête, se remettre au travail. Très vite, on s'est lancé dans les travaux printaniers. Nous devons nourrir notre pays, fournir tous les produits alimentaires nécessaires. 6 jours après le retrait des soldats ennemis, on a répandu les engrais azotés sur les semis d'hiver. C'est ce qu'on a fait dans ce champ. Semer, faire pousser, malgré les destructions et de nombreuses difficultés logistiques, pour les agriculteurs ukrainiens, c'est une nécessité économique et un acte de résistance.